Salut, c'est Laurilag. Mon métier, c'est explorateur. Mon quotidien, c'est de relever des défis sportifs extrêmes dans les zones les plus reculées de la planète. Une manière pour moi de toujours repousser mes limites. Enfance chaotique, délinquance, prison, autant d'expériences de vie qui m'ont poussé à devenir explorateur. Toutes mes aventures m'ont forgé et m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. De mes expéditions dans les endroits les plus hostiles du globe, à mes aventures sentimentales, à ma vie de père, de fils, de frère. Je vous raconte tout dans le nouveau podcast Destin, signé Énergie. Dans l'épisode précédent, Laurilag découvre les États-Unis et réalise sa première excursion en solitaire dans le Grand Canyon. Malgré sa rencontre avec un scorpion venimeux, son amour de l'aventure reste intact. Dans cet épisode, Laurie retourne à Paris et ne pense qu'à une chose, repartir aussi vite que possible. Une nouvelle étape commence, une étape parisienne qui est très dure, puisqu'il faut que je survive dans la ville. Arriver à Paris sans un sou, sans avoir de l'argent pour un appartement, sans avoir des garants et tout, c'est complètement inconscient. Moi, j'arrive à trouver un petit boulot. Je fais du nettoyage industriel sur des salons automobiles. Toutes les nuits, je travaille sur les salons et je bosse comme un forcené. Et puis la journée, je suis éclaté, je vais en cours. Il y a un moment donné où on peut plus me loger. Et donc, je décide de vivre dans le garage du gars pour lequel je travaille la nuit. Et puis là, c'est la descente aux enfers, quoi. Parce que l'hygiène, c'est catastrophique. La vie à Paris, tout est un enfer. Je peux pas prendre de métro. La journée, je m'endors. Vraiment, c'est de la survie pure et dure. Et j'ai pas assez de ressources pour m'en sortir à ce moment-là. Donc, j'abroge en fait mon année parisienne et je décide de rentrer à Bordeaux. Là où je sais que j'ai de la famille qui va pouvoir m'accueillir et surtout où j'ai des facilités puisque c'est là-bas que j'ai fait mon apprentissage et donc je peux très rapidement retomber dans une autre vie. Lorraine veut venir à Paris pour qu'on continue notre relation, sauf que moi, je rentre à Bordeaux prématurément et elle finit par elle aussi faire pareil pour me suivre. On a une relation qui est un peu conflictuelle, on s'aime, mais j'ai besoin de ma liberté. Et à Bordeaux, c'est une nouvelle vie puisque elle, c'est la première fois qu'elle découvre cette ville. Donc il y a tout un écosystème à recréer. Et moi, je suis en coloc avec mon frère et j'ai du boulot assez facilement. Je repars dans la maçonnerie, je gagne très bien ma vie jusqu'au moment donné où Lorraine et moi, on décide de prendre un appartement parce que j'ai l'opportunité de créer une entreprise. Et c'est le moment où foncièrement, je décide d'essayer de rentrer dans les cases. Et très rapidement, après ça, Lorraine tombe enceinte. Et là, vraiment, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début de ma vie de chef d'entreprise. C'est le début de ma vie de papa, de sa vie de maman. Et c'est une nouvelle vie qui me plaît parce qu'elle est féerique, elle est belle. Et puis, je sens que je suis doué dans le métier que je fais. Et donc, rapidement, je commence à gagner de l'argent. Puis la naissance de ma première fille, c'est indescriptible. C'est un moment qui est complètement hors du temps. Pour moi, ça reste la plus belle aventure de ma vie. Il y a pas de mais en fait, il y a pas de mais. Je crois que voilà, nous on avait la volonté d'être parents avec Lorraine. C'était un rêve. C'est notre premier enfant. On l'a voulu, on l'a chéri, on l'a aimé, on l'a attendu, on l'a souhaité. Et c'était un moment qui a été incroyable et qui me donnait énormément de motivation pour aller me lever le matin et aller travailler. Je faisais des énormes journées et au fur et à mesure en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un concept à jouer dans la région dans laquelle j'étais qui finalement a cartonné. Je gagne énormément d'argent et je me retrouve dans une dimension où en fait j'ai accès à plein de choses financièrement. Et comme je couvrais toute la région Nouvelle-Aquitaine, on s'est dit quitte à faire la route dans un sens ou dans l'autre, autant aller dans un écosystème qui nous fait du bien. Et donc on a décidé qu'on allait déménager. On a atterri à Biarritz. On a mis en route un second bébé, une seconde grossesse. Et à partir de là, je crois qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé puisque j'ai compris que je n'étais pas animé par ce que je faisais. Ça me prenait beaucoup de temps, que ça mangeait sur ma paternité et ça m'embêtait de partir toujours très loin et puis d'être loin de mes enfants et tout, c'était très difficile. Ce qui est très drôle avec cette ascension sociale, c'est que après l'enfermement en détention et l'enfermement juridique qui t'empêche de partir du territoire, je me suis dit ok, tout ça c'est derrière moi, j'ai payé ma dette. Et puis quand j'ai commencé cette ascension professionnelle avec l'entreprise, j'avais vraiment l'impression d'être un nouvel homme, de me racheter, d'être quelqu'un de propre, de nickel. Sauf que là, j'avais retrouvé un sentiment désagréable de me retrouver encore une fois enfermé. J'étais enfermé dans mon rôle de chef d'entreprise. L'utopie de croire qu'en étant chef de son entreprise, on allait tout diriger et on allait avoir plus de temps. Tout ça, c'est pas vrai. Et je me suis retrouvé esclave de moi-même. Et c'est ce qui m'a fait prendre la décision de partir à l'autre bout du monde.
Pendant toute mon ascension sociale et entrepreneuriale, j'avais gardé cette âme de voyageur et je partais assez régulièrement voir des copains qui étaient dans d'autres pays. Mon meilleur ami qui avait déménagé en Guyane était chercheur en forêt. Et quand je suis parti le voir, il y a eu comme un espèce de choc où je me suis rendu compte qu'il y avait une faune et une flore incroyablement diversifiées qui me plaisaient, une difficulté qui me plaisait énormément. Et j'ai découvert en fait que la Légion s'entraînait là-bas. Et dans mon process de survie, qui est un peu le fil rouge de toute ma vie, je me dis ok, je vais aller faire des stages de commando. Et c'est vrai que la Guyane reste un endroit très marquant pour moi, puisque la jungle tropicale est un endroit extrêmement dur pour la survie. Les stages commando en Guyane, c'est des stages qui sont très formateurs. C'est un climat qui est très dur. Il faut savoir que en Amazonie, il peut faire 35 degrés sans vent, en plein milieu de la jungle tropicale, et donc c'est très suffocant. Il faut porter beaucoup de matériel. Puis après, il y a toute la phase insectes, serpents, caïmans. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement en fait parce que justement il est très dur par son biotope. Quand on dit biotope, si je dis j'ai choisi ce biotope là, c'est parce que c'est un environnement en fait. On choisit un environnement. Le biotope de l'Amazonie, c'est un environnement très hostile, très dense, très riche en biodiversité, voilà, qui est différent par exemple avec le biotope subsaharien, qui est aride, chaud, froid, mais sans arbres, sans zone d'ombre. Et donc l'Amazonie, c'est très dur. C'est très dur et c'est un endroit qui te ronge un peu le cerveau, qui travaille ton mental, qui te met à l'épreuve et qui va t'user très doucement. En Amazonie, alors qu'il y a des caïmans, qu'il y a des serpents et des scorpions partout, le plus grand danger, ça reste l'homme. Là-bas, il y a beaucoup d'orpailleurs, c'est beaucoup de drogue. Donc, les gens remontent les petits fleuves pour faire du trafic de stupéfiants, mais aussi, ils cherchent encore de l'or. Les stages, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange d'apprentissage, de débrouille sur les techniques de survie, savoir faire du feu en Amazonie, alors qu'il pleut des trombes. C'est un climat qui est très très humide et à des périodes de l'année, c'est des pluies torrentielles. Ça va être savoir comment se nourrir, comment faire des pièges, comment chasser des petits prédateurs, mais aussi des gros. Ça va être comment construire son camp, quels sont les plus gros dangers. En fait, par exemple, on se met jamais au sol puisqu'il y a des serpents, qu'il y a des scorpions, qu'il y a des matoutous, des espèces de grosses araignées énormes. Il est impossible de se mettre au sol, donc on aura plutôt tendance à faire des camps en l'air, dormir dans des hamacs, dormir dans des fabrications de camps qui vont être un petit peu suspendus hors du sol, trouver de l'eau. Donc là on est vraiment dans le puriste de la survie. Et après c'est de l'itinérance, comment se repérer, puisqu'en fait il faut imaginer, il faut pouvoir se projeter, mais dans la jungle tropicale on n'y voit pas à 5 mètres. Et donc tu peux jamais te fixer un objectif. Comme par exemple à la montagne, où tu vois la montagne en face de toi, ah ben ça c'est un objectif. Ou en désert, c'est cette dune-là. Un objectif, c'est très important dans le mental, ça te permet d'avoir un but. Là en Amazonie, c'est pour ça que c'est très éreintant, on ne voit jamais d'objectif. Et quand on est en itinérance, en fait, là où dans un climat traditionnel tu vas faire 50 km, en Amazonie, par exemple, tu vas faire 5 km. C'est tellement riche en lianes, en biodiversité, que tu ne peux pas avancer. Et c'est très dur. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, toute cette dimension un peu tactique et difficile pour apprendre la survie, qui reprennent en fait finalement les bases de mon éducation. Mon père a été très dur dans notre enfance. Si on chassait quelque chose, il fallait le manger le soir. Et j'ai beaucoup aimé en fait apprendre ces techniques militaires, sur la cartographie, sur la progression de nuit, sur la progression de jour, qu'on retrouve aujourd'hui dans mes expéditions. En Amazonie, moi, ce que je trouve très beau, c'est cette jungle. Cette jungle, elle est folle, elle regorge de plein d'histoires. Il y a des cascades qui sont incroyables. Tu as des zones où tu peux voir des animaux que tu verras nulle part ailleurs. Il y a 1 million de bruits, donc si tu as un petit peu peur, c'est pas vraiment l'endroit où il faut aller. Mais moi, je me sens apaisé dans un endroit comme ça. L'Amazonie, il te faut des bonnes chaussures, des chaussettes sèches, pour pas pourrir des pieds très rapidement parce qu'il fait tellement humide, la moindre plaie s'infecte. Ensuite, de quoi faire un feu, donc un fire steel, un bon sac à dos, des rations de nourriture, de quoi filtrer l'eau aussi, un hamac qui est essentiel pour réussir à survivre, une machette pour pouvoir progresser au milieu des chachis et de la jungle, une boussole évidemment parce que là... sans boussole, c'est très très difficile de s'orienter dans la jungle puisqu'on n'a pas de visibilité, ne serait-ce que pour voir le ciel, les étoiles, l'orientation, le soleil. Je pense une bonne dose de mental.
je me suis toujours senti avec un vrai instinct de survie. Je me rends compte que je suis plus fait pour travailler de cette manière-là et tout. Et donc, je dis à ma famille, j'arrête tout, je pars à l'autre bout du monde. C'est comme ça que je me retrouve à me dire que j'allais partir en Asie, qui est un moment, encore une fois, hyper crucial pour la suite des choses. Mais il faut bien préciser qu'à cette époque-là, je ne suis pas un professionnel et que je mène toutes mes premières missions plus comme des défis personnels que comme un travail. Et quand je pars en Asie, en fait, c'est un peu pareil. Je pars et puis il y a un enchaînement d'événements qui va rendre cette ascension exceptionnelle. Puis là, c'est un nouveau défi, ça se passe assez vite. En fait, en arrivant, ils perdent mon sac, donc très rapidement, je me retrouve déjà dans la survie. Je me rends compte que je suis quand même un peu doué pour ça, de me retrouver en fait sans rien et réussir à devoir faire du feu, à bouffer, à pêcher, à survivre un petit peu. C'est un voyage en fait qui est coupé un peu en deux, puisqu'il y a cette première partie où je baroute, je vais au Vietnam, je remonte une partie du Mékong à la rame avec des pirogues traditionnelles. En fait, je m'expérimente dans ma vie d'aventurier. Et la deuxième partie de l'Asie où j'invite mon père à me rejoindre au Cambodge. Et c'est un moment assez fort parce que mon père, il a plus voyagé depuis 20 ans. Donc c'est la première fois qu'il reprend un vol aussi loin pour venir me retrouver et qui est dans le processus un petit peu de cette réunification père-fils. Et ensemble, on achète 2 motos et on traverse la frontière pour aller au Laos et on vit un putain de moment qui nous rapproche terriblement, hein, forcément, on a plein de galères et tout ça. Et puis sur nos chemins, on rencontre plein de gens à droite à gauche, dont une personne avec qui je parle un soir un peu éméché autour d'une bière. Et puis il me dit, faut absolument que je te parle d'un truc. Il y a pas longtemps, on m'a proposé de faire une émission de survie. Je dis, ah ouais, vas-y et tout, raconte. Et il me dit, tu vas voir, c'est génial, t'es tout nu dans la forêt et tu dois survivre pendant 21 jours. Et je dis, non, ça m'intéresse pas. Et en fait, je pars d'Asie sans savoir qu'en fait, à mon insu, il m'a inscrit au casting. Et que quelques mois plus tard, je me retrouve à Paris avec les billets pris par la prod pour assister au casting de cette émission de survie. Retour d'Asie, je me rends compte que j'ai été inscrit à mon insu à cette émission de survie pour laquelle je finis par avoir les directives de casting au téléphone. Puis finalement, je me dis, allez, pourquoi pas, je me laisse tenter. L'émission de survie s'appelle Naked and Afraid en américain, et je crois que chez nous, c'est Retour à l'instinct primaire. Le concept de l'émission, c'est survivre pendant 21 jours nu avec un seul objet, celui de son choix, et en binôme, un homme, une femme. Et donc, la première saison, elle était dispatchée dans 3 biotopes à travers le monde. Il y avait la Croatie, la Colombie et le Bush. Les règles de l'émission, elles sont simples. Réussir à aller au bout des 21 jours. Et à la fin de ces 21 jours de survie, il y avait un espèce de chemin en itinérance pour aller sur un point GPS qui signifie l'arrêt et la fin de l'aventure. On est jour J, j'apprends en fait que je vais dans le bush quand il me donne mon passeport avec le visa dessus. On atterrit donc en Afrique du Sud et je me rappelle ce moment où on se retrouve au début de l'émission et ils nous disent il y a un homme et une femme qui se retrouvent à un endroit pour récupérer son sac en jute avec dedans le micro, puisqu'en fait ils nous fournissent un sac où tu as l'enregistreur et le micro qui sont dans la anse et tu n'as que ça. Déjà je me dis ok d'accord, ça fait quand même très Adam et Ève. J'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on m'a pas bien expliqué. On m'a parlé d'une émission de survie et après on me parle d'une fille avec laquelle il faut se retrouver à un endroit bien précis et tout. Sur le papier, ça me saoule un peu. Moi, j'ai envie d'en chier, j'ai envie de survivre. Je suis pas venu pour planter des fèves et faire le lover sous un arbre. Et puis, on se retrouve avec ce sac. Et alors là, c'est très drôle. Moi, ça fait déjà je sais pas combien de temps que je marche pieds nus. Il fait 50 degrés dans le bush. Il y a 5 arbres qui se battent en duel et puis il y a pas une feuille sur les arbres. Donc, c'est-à-dire que tu te mets sous un arbre, en fait, c'est juste une passoire de rayons de soleil. Il fait très chaud. Les cailloux sont très très chauds. Et là, ils nous disent, OK, vous avez 1,5 km à faire pour que vous trouviez une zone de camp. Si à la fin de la journée, vous n'avez pas fait une zone de camp safe, l'expert survie va passer, on est obligé d'arrêter l'émission. Parce que c'est vraiment dangereux. Parce qu'il y a des girafes, des éléphants, des pumas, des lions. On part, on fait 50 mètres, j'entends la Ginette qui commence à pleurer. Je dis, ah ouais d'accord, ça va être très très long pour toi. Ça va Géraldine ? Reste pas au soleil, tu vas cramer encore plus. Hein. On dirait que je plante des aiguilles à chaque pied que je pose au sol. Ça fait mal.
Donc là, je me retrouve avec la femme qui est là, qui souffre terriblement des pieds. Moi, je suis comme un coq en pâte. Je suis en train de galoper à travers les rochers, les ronces et tout ça. Je trouve un spot. Ah ouais, là, c'est bien. Et il y a de l'ombre. J'essaie de construire un semblant de camp. Je suis avec Rimbaud. L'expert survie passe et puis il dit ok, c'est bon, vous pouvez rester. Une émission de survie, déjà, c'est dur. Mais être nu, en fait, c'est un sentiment très particulier où on se sent vulnérable. Quand tu es nu, en plein milieu de la jungle, au tout départ, tu te dis, il y a l'équipe de prod qui est en train de filmer ton sgeg un peu tous les 4 matins, c'est dérangeant. Mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est de devoir vivre à côté de quelqu'un que tu connais pas, nu, en cachant un petit peu tes parties intimes avec le sac, mais de survivre aussi. Il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'eau, tu es dans le sable, tu dors dans les chachis, ça peut être des branches à sécher, ou alors des grandes palmes, de bananiers que tu vas trouver, qui vont sécher. Enfin bref, c'est quand même pas agréable du tout. Moi, je suis vraiment préparé à ce type de problématique. Le premier jour, arrive le soir, il faut préparer du feu. Donc là, plus gros challenge dans lequel je me lance. J'essaie de m'acclimater, c'est même pas un endroit que je connais. Je tente de faire du feu, faut prendre le bon bois. On brève toute la nuit et je finis par abandonner. Putain, ça met un petit coup au moral. Le lendemain, je me réveille. Elle est congelée d'avoir passé une nuit. Il faut savoir que même dans le bush, s'il fait chaud la journée, les températures chutent terriblement la nuit. Et en fait, tu peux avoir plus 50 la journée et ça peut même aller dans du négatif la nuit. Donc c'est très 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 désagréable. Et le froid te maintient dans un climat de dureté. Ça va aller? J'espère. Tiens le coup un peu, on va aller dans l'eau là-bas. Ça va te faire du bien. Et je vois bien dans ses yeux, elle, que ça va être très difficile pour elle. La veille, elle s'est cramé les pieds. Et là, il faut aller trouver un point d'eau, il faut manger assez rapidement. Donc moi, je m'étais préparé, j'avais fait des jeûnes intermittents, j'avais rétréci mon estomac pour vraiment être paré au fait qu'on allait très peu manger. Mais par contre, au bout d'un certain temps, on peut pas pallier à l'eau. Et je la vois aller essayer de boire n'importe quelle flaque. Normalement, si tu prends de l'eau qui est en surface, soit la première couche, la très fine couche d'eau, elle est cramée par le soleil et les bactéries peuvent pas se mettre. Soit vraiment, si tu vas chercher un peu en profondeur dans une flaque, il faut absolument que tu fasses bouillir ton eau. C'est la règle de base. Et surtout, l'erreur qu'elle fait, c'est qu'elle s'expose au soleil. Moi, je me suis beurré debout de la tête aux pieds et tout pour me protéger du soleil. Parce que l'insolation, dans un milieu comme celui-là, à 50 degrés, toute la journée, déshydraté sans pouvoir avoir de l'eau à disposition, c'est dangereux. Moi, je pars en repérage à droite à gauche, j'essaie de trouver des endroits, de construire une cabane, et je tombe sur un spot un peu plus en amont, un espèce de plan d'eau où on peut se baigner. Et là, tu vois, elle est à 400 mètres. Ça paraît rien. C'est déjà trop. Et elle a les pieds tellement cramés qu'on va de zone d'ombre en zone d'ombre. Je la fais courir dans le sable, elle va derrière un petit buisson, elle se met là, elle attend, et après elle recourt derrière un petit buisson. Enfin bon, elle est vraiment au bout de sa vie, quoi. Allez, on court. Aïe. Dépêche-toi. Et troisième jour, ça manque pas, elle vomit, insolation, elle appelle l'expert survie en pleine nuit et tout. L'expert survie s'en va en train de dire tu peux prendre une décision, c'est d'abandonner. Je dis écoute, je pense que t'as fait ce que tu pouvais, c'est très bien, tu devrais arrêter ici. Et puis le matin arrive, elle rappelle l'expert survie et puis elle dit j'abandonne. Je suis obligée de te laisser seule, quoi. Pour être franchement honnête, j'étais parti du principe que ça se passerait comme ça. Moi, au fond de moi, un peu soulagé. Parce que je me dis, je vais vraiment pouvoir rentrer dans le cœur de l'aventure, c'est-à-dire la survie. Et puis là, génial, quoi. Je commence à devenir ultra compétent. Je commence à tuer des serpents, à me faire une cabane. J'ai commencé à fabriquer des murs, des portes. Le petit doublage, un plat court, MBA13. Et surtout, ce qui a fait le buzz de malade, c'est qu'à un moment donné, je me dis, elle est partie. C'est vrai qu'au bout du 6e, 7e jour et tout, je me suis fait un petit caillou, je l'ai appelé Pépito. Et puis j'ai commencé à parler à Pépito. Et je me dis, tu vois, on est quand même pas mal Pépito là, franchement. Je suis désolé pour Géraldine, mais je me sens super bien tout seul. Le dialogue que je pouvais avoir est largement compensé avec Pépito. Donc ça, ça a été repris, mais laisse tomber, je me suis fait tacler de fou. Parce que finalement, j'étais misogyne.
affreux mais j'ai juste dit qu'en fait la survie, homme ou femme, moi je m'en fous, mais il faut vraiment être préparé. Cette personne, je pense que c'était un challenge un petit peu trop gros pour elle, mais c'est très bien et c'est juste que ce moment-là, moi je commence à me révéler, donc c'est génial. Et là le bush se transforme en une histoire de malade, puisque moi je commence à jouer avec un peu les gars de la prod. Il fait tellement chaud que les gars de la prod s'endorment, et en fait on avait une petite caméra pour se filmer, et alors je leur faisais des vannes parce qu'ils m'entendaient, mais ils avaient interdiction de me parler. Quand ils dormaient, je les filmais. Le lendemain, ça a changé d'équipe de prod parce que finalement, c'était super dur de voir sa propre équipe ronquer la moitié de la journée. Hein, et ils pouvaient pas le voir. Mais je fais du feu, je bouffe des scorpions. C'est Maïté qui va être très contente. Un scorpion, c'est équivalent à 10 bons steaks. Faut que je m'hydrate un petit peu. Je commence à peiner un peu au niveau de l'eau. Je sais que je peux boire mon urine 2 à 3 fois sans abuser. Voilà, boire l'urine, ça arrive. On le fait que dans une situation d'extrême survie ou quand on a envie de faire un peu le show, comme moi. Donc en fait, on est sur le dernier jour de l'émission, et ce dernier jour, à un moment donné, je me tourne vers le caméraman, je lui dis t'es prêt, je pisse dans mon gobelet et je bois ma pisse. Mais finalement, j'aurais très bien pu m'en passer, et je l'ai fait un peu parce que j'étais dans un élan de me dire ok, quitte à faire une émission, autant que ça marche un petit peu. Et puis je passe par toutes les températures. Il fait chaud, et puis à un moment donné, il se met à pleuvoir des abados. Et là, je me retrouve les couilles dans le sable, en train d'essayer de faire survivre mon feu que j'avais mis 3 jours à fabriquer, et passer la tempête. Bon voilà, il y avait énormément de risques. Je me suis fait attaquer par un puma, j'ai vu un cobra royal à 30 cm de moi, j'ai bouffé des scorpions mortels. Donc il y a toute cette dimension en fait qu'on ne voit pas dans l'aventure, et puis qui m'a fait moi me poser des questions sur cette première émission de télé, où je me suis dit attends, c'était quand même très très costaud, c'était très risqué. La prochaine fois que je le fais, il faut vraiment que ça en vaille la peine, ou que ça soit une de mes experts moi. Mais l'idée de cette première saison, c'est qu'ils prenaient 4 couples qui mettaient à des périodes différentes dans le bush, et c'est là que, en fait, je me suis rendu compte que sur cette première saison dans le bush, personne n'a réussi à aller à la fin des 21 jours dans le bush africain. Et donc, je me suis retrouvé être le seul gagnant de l'émission. Et en fait, cette émission, ça a révélé 2 choses. 1, que j'avais le sens du show, et 2, que j'étais vraiment doué pour survivre, techniquement, que j'ai fait des pièges, que j'ai sache chasser, pêcher, que j'ai réussi à me protéger du soleil, que j'ai réussi à faire de la poterie, que j'ai réussi à faire 1 milliard de trucs et tout, et à finir par bouffer des scorpions et réussir à gagner l'émission. Et quand j'ai terminé cette émission, je me suis dit, ok, c'est clair et net, je veux en faire mon métier, je veux survivre dans des endroits extrêmes à travers le monde, et je veux être payé pour ça. À cette époque-là, il n'y a qu'un nom dans le milieu, ou 2 qu'on connaît. En France, tu as Mike Horn, et aux États-Unis, tu as Bear Grylls. Personne comprend en fait quel est le modèle économique, comment ces gens gagnent de l'argent. Et pour moi, qui suis un des premiers à m'être dirigé dans cet écosystème-là, ça a été très très dur de comprendre en fait la fabrication d'un business, comment ça marche les sponsors, parce que j'avais beaucoup de retours de gens qui faisaient ça mais qui gagnaient pas d'argent. Pour moi, c'était impossible, en plus de risquer ma vie, de pas gagner d'argent. Donc, j'ai dû inventer mon business model pour réussir à trouver un modèle économique viable et gagner de l'argent autour de l'aventure. Mais ça a été long, notamment pour avoir des sponsors, il faut être un peu connu. Pour être un peu connu, il faut avoir fait des choses. Et pour avoir fait des choses, il faut avoir un peu d'argent. Donc à un moment donné, il y avait quelque chose qui marchait pas très bien. Mais j'ai finalement commencé à me dire qu'il fallait que je relève des défis tous plus fous les uns que les autres, qu'il fallait que je fasse des choses qui étaient exceptionnelles, qui étaient jamais faites, tenter des records du monde, partir dans le chaud, dans le froid. C'est là que j'ai commencé aussi à bâtir ma ligne édito en me disant, en fait, où est-ce que je suis doué ? Et je me suis rendu compte que j'excellais dans aucun domaine, mais que j'étais bon partout. Et c'était ça qui m'a fait me dire, ok, peut-être que le métier, c'est de réussir à survivre dans tous les biotopes sans jamais être une légende dans une discipline. Et c'est ce qui m'a permis aussi de créer ma marque de fabrique et de monter tout un business sur je suis capable de survivre dans tous les endroits les plus extrêmes de la planète. Et c'est comme ça que j'ai bâti mes premières expéditions. Il faut savoir que
Il n'y a pas vraiment d'école en fait pour devenir explorateur, il n'y a pas vraiment de bouquins. Les mecs qui partaient à l'aventure à l'époque, c'est des gars qui partaient pendant 12, 14 mois, 3 ans. Donc il a fallu que moi je cherche des aventures pour me faire un nom et à la fois que je me crée ma manière de fonctionner, à la fois sur l'équipement mais à la fois sur la manière dont je pouvais le raconter. Et c'était aussi les débuts des réseaux sociaux, donc moi je savais pas très bien comment les utiliser. Je savais pas, quand on m'a dit nous on veut bien te donner du matériel mais il va falloir que tu utilises cet équipement-là à la caméra. Je les ai regardés, je dis mais attendez, il faut que je parle à mon téléphone. Ils m'ont dit oui, ça s'appelle des stories et donc cet écosystème, il a vraiment fallu le bâtir. Ça a été très progressif. D'abord, j'avais pas d'argent, donc je me suis dit je vais partir pas très loin. Qu'est-ce qu'il y a pas loin de chez moi ? Il y avait les Bardenas, qui est un désert qui est en Espagne. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir en fait mes capacités à être seul, à découvrir comment je pouvais tester du matériel, la nourriture que j'allais prendre, et surtout comment j'allais me sentir sur mes premiers pas d'aventurier. J'ai fait fabriquer un chariot, j'ai commencé à charger la bouffe, et puis je me suis dit comment je pourrais faire un truc qui n'a pas été fait. Je me suis dit, je vais le faire pieds nus. Et c'est là que je suis arrivé sur cette première aventure qui aujourd'hui, quand je la regarde, n'est même pas une aventure en fait, c'était juste une sorte de rando un peu difficile parce que j'ai marché pieds nus pendant 15 jours. Mais voilà, je voulais me faire un titre et je savais que personne n'avait traversé les Bardenas pieds nus. C'est comme ça en fait que j'ai mené ma première aventure qui m'a permis de me découvrir, qui m'a permis d'apprendre énormément de choses et qui déjà coûtait de l'argent. Partir en aventure, c'est s'équiper quand on n'a pas de sponsor, c'est trouver des moyens de locomotion pour se faire déposer, pour se faire récupérer, c'est de la sécurité, comment on communique avec les gens qui nous entourent, comment on communique si on est en danger. Et à cette époque-là, je l'ai appris à mes dépens, je découvrais à peine la technologie qu'il y avait sur le terrain, comment on pouvait avoir une liaison satellite. Et c'est comme ça qu'à la fin de cette aventure, je me suis dit, ok, la prochaine fois que je pars, il faut que ça soit un truc super engagé, il faut que ça soit un record du monde et il faut que je trouve des sponsors. Et surtout, il fallait que je fasse une aventure dans le froid, là où en fait j'avais jamais été. Et le froid aussi, il faut dire que c'est un peu un fantasme de gamin, de se dire j'irai bien en fait au pôle Nord, j'irai bien dans ces endroits blancs qui font rêver, qui sont féeriques. Je suis très soucieux de l'écologie et de l'engagement que je porte à mes voyages, à l'impact carbone et puis de la manière dont on est en train de changer aussi notre façon de voyager. Et j'ai choisi l'Islande pour toutes ces raisons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destin. Destin est un podcast énergie imaginé par Pauline Borgia et Sarah Conan. À la production et à l'écriture, Valentine Audanque et Anaïs Kopman. Cet épisode a été réalisé par Cédric Ledoré. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et bien sûr, rendez-vous sur le site et l'application Énergie rubrique podcast. À très vite pour un nouvel épisode.